Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Salut à tous mes petits amis du Wargame, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer pour une petite gazette des familles, une petite rétrospective des dernières news Game Workshop, vous commencez à en avoir l'habitude. Ici on va couvrir grosso modo un bon mois et demi de sorties, de révélations, d'actualités en cours et à venir. Donc mettez vos pantoufles comme d'habitude, fumez-vous votre petit cigare et bourrez votre pipe. On est parti pour la petite gazette, la première de l'année 2025. On va commencer cette gazette par la révélation du trailer de Astartes 2. Que pas grand monde, à vrai dire, n'avait vu venir, mais ça y est, on est là. Donc Astartes, à l'époque, avait été un petit phénomène Internet, à l'issue duquel, c'était le travail d'un seul homme d'ailleurs, à l'issue duquel, eh bien, ce seul homme s'est vu embauché pour la suite des événements de la production cinématographique affiliée Game Workshop et Warhammer 40 000. Donc le mec, quand même, il a bien joué son coup, c'est un bel exemple de méritocratie. Et donc, nous vient ce nouveau trailer d'Astartes 2. À vrai dire, on ne sait pas s'il s'agira d'un one-shot, d'une série sur plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons. On ne sait pas trop. Néanmoins, le résultat est là. On a un trailer vraiment de toute beauté où on voit s'incarner des choses un peu plus hors des sentiers battus, des chapitres un peu plus custom, entre guillemets, de seconde zone. En tout cas, tout est là, je pense. C'est du Space Marine. Il y a absolument tout. Il a un caractère très sombre, un caractère très violent. Moi, néanmoins, là, je vais parler à titre personnel. Moi, l'animation 3D, ça ne me fait jamais rêver. À vrai dire, c'est quelque chose que je reproche un peu. Ça doit dater, je sais pas si vous vous souvenez de ce film d'animation dérivé de Final Fantasy, c'était Advent Children, qui avait inauguré une espèce de nouvelle ère de l'animation 3D, un nouveau design dans les personnages, dans les décors. On atteignait véritablement une sorte de photoréalisme. Moi, depuis, je trouve que la production en animation 3D, elle est jamais vraiment sortie de ce carcan-là, et j'ai l'impression de voir toujours la même chose depuis plus de 20 ans. Le jeu vidéo s'en est mêlé à tel point qu'en fait, en termes de graphisme, on est quasiment sur des niveaux équivalents, qu'on parle d'animation 3D ou de jeux vidéo très modernes, très triple A, comme on dit maintenant. Moi, tout ça, ça ne me fait pas rêver. Moi, dans l'animation, ce que j'ai toujours demandé à l'animation, c'est une vraie patte graphique. Je suis un amoureux du dessin animé à l'ancienne, par exemple, et ça m'attriste beaucoup que plus personne ne soit foutu de faire un vrai dessin animé à l'ancienne avec des papiers, des crayons et une animation. Ça me manque, et honnêtement, je plains les mômes actuellement de ne plus avoir droit à ça, tandis que moi, à mon époque, naturellement, il n'y avait que ça. Donc quand la 3D est venue s'en mêler, typiquement avec Pixar, ceux qui ont été le plus gros pavé dans la mare à ce niveau-là, il y a eu cette phase où on avait encore un peu des deux, dessin animé et 3D. Maintenant, il n'y a vraiment plus que 3D, à 95% du contenu animation, c'est vraiment 3D. Et encore que les dessins animés qu'on pourrait nous vendre comme étant de véritables dessins animés, toute la partie animation maintenant est gérée par infographie. Donc moi, j'ai une sensation de trop plein, à vrai dire, depuis longtemps à ce niveau-là, tant et si bien que l'animation 3D, ça me passe toujours par-dessus la tête. J'en prends pour preuve ce qui est sorti il y a pas si longtemps sur Amazon, là, dans une série qui s'appelait Secret Level, ouais, c'est ça. Honnêtement, le truc dédié à Warhammer 40 000, il m'a fait autant d'effet qu'un bulletin météo du mois de novembre. C'est vraiment, j'ai survolé la chose avec un désintérêt profond. Seule petite satisfaction, c'est de voir une escouade d'Astartes en train de bourriner du cultiste, mais honnêtement, hormis ça, j'en avais absolument rien à foutre. Et à vrai dire, quand on m'avait parlé d'Astartes premier du nom,
Bah, idem, moi j'ai consommé ça, j'ai traversé ça vraiment, ouais, c'est sympa. Pour moi, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une démo technique, mais une démo dont la technique, moi, ne m'interpelle plus, ne me fait tout simplement plus rêver. Donc voilà, c'est mon regard assez particulier sur la chose. L'animation 3D, je m'en fous un peu, et à vrai dire, Astartes 2, malgré l'excellence objective de la chose, moi, ça ne me parle pas plus que ça. À vrai dire, j'ai plus de sympathie pour les petites productions qui sortent sur Warhammer Plus, des trucs à plus petit budget, parfois avec une patte graphique beaucoup plus personnelle et beaucoup moins d'argent. Limite, en fait, je trouve plus de plaisir à consommer ce type de truc-là que vraiment ce qui rentre dans le cadre d'une grosse production pétée de thunes avec un design qu'on retrouve un peu partout et qui sort tout droit d'une démo technique du moteur Unreal Engine, par exemple. Donc, j'y connais rien à ce niveau-là, veuillez me pardonner, je suis très profane dans tout ce qui est graphisme, animation, 3D, etc. Même jeux vidéo, j'y joue plus depuis très longtemps. En tout cas, voilà, pour moi, Astartes 2, voilà, ça ne m'a rien procuré de véritablement émouvant, mais néanmoins je demande à voir, parce que évidemment que je regarderai quand même, faut pas être con, une série avec des Space Marines, bon voilà, ça se défend quoi. Et là je pense qu'on risque beaucoup moins de choses qu'avec par exemple une future production Amazon. Moi, une production Amazon, c'est simple, j'estime qu'il ne peut rien en émaner de positif. Ils ont suffisamment détourné, trahi et déformé pour que, à titre personnel, je n'en attende absolument rien. Mais en tout cas, Astartes 2, pourquoi pas? En tout cas, il va falloir patienter parce que ça ne sort que l'année prochaine. Du côté de l'actualité de Warhammer 40 000 immédiate, on a vu sortir deux codex, donc Astra Militarum et Eldar. Ce sont deux excellents codex, je ne vois pas quoi dire de plus, ils sont très bons. Naturellement, on va en parler plus longuement dans une petite review, ou pourquoi pas un Faction Focus, le Faction Focus Eldar, nom de Dieu, ça va être un gros morceau. En tout cas, ces codex, je les ai parcourus plus ou moins légalement, franchement, ils sont vraiment très très bien. Ils ont quand même leur petite zone d'ombre, je pense notamment au codex Astra Militarum qui pénalise un petit peu ce que j'appelle le joueur historique, un garde impérial. Donc là, typiquement, un gars qui est avec son régiment full perso, il en est pas mal réduit à jouer des Count As, parce que dans les troupes, on ne va plus trouver que Cadien, Katachan et Krieg. Si on joue un autre régiment, on n'a même plus en fait une entrée de troupes générique sous la bannière duquel on peut incarner n'importe quel régiment, y compris ceux de son propre cru. Donc malheureusement, les joueurs histo garde impériale, j'ai envie de dire une fois de plus, ils sont un peu la dernière roue du carrosse. Et c'est vrai que dans ce codex, quand on le lit, naturellement le list building un peu nawak, il va découler de lui-même, parce que voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais on va avoir encore des listes impériales avec absolument tout et n'importe quoi qui s'anime. Mais néanmoins, si on en reste à un exercice de jeu écrit sous un lore un peu cohérent, si on a un régiment mono-détachement dans la garde impériale, les détachements qui nous sont proposés là en termes de règles, ils sont béton, vraiment excellent. Il y en a pour tous les goûts. Et là encore, je trouve que c'est un genre de codex qui va récompenser très très grandement le collectionneur. Vraiment. Donc très bon codex pour la garde impériale, beaucoup de stratégies différentes. On peut vraiment, à partir de ce codex, bâtir au bas mot 5 armées n'ayant rien à voir l'une avec l'autre. Et le constat va être à peu près le même pour le codex Eldar. Je viens de le lire il y a quelques jours, là je viens de le lire, donc je suis encore en train de le digérer. À vrai dire, c'est peut-être bien le tout meilleur codex V10. Honnêtement, les très bons codex V10, il y en a beaucoup. Le Space Marine, je le trouve top. Necron, Tyrannie, tout ça, j'aime beaucoup. Le codex Chaos, évidemment, Space Marine du Chaos, est vraiment très très bien. Mais là, le détachement, enfin les détachements Eldar là qui nous sont présentés, ils sont tous super, ils sont tous jouables. Et là encore, je trouve que c'est une véritable mine d'or pour celui qui aime se bâtir
choisir des armées thématiques. Donc bref, 2 excellents codex, à vrai dire des codex assez gros et qui se payent même le luxe de ne pas être trop décevants du côté du lore. Bon, évidemment, ça casse pas des briques non plus, hein, ça c'est la V10 en fait continue sur cette lancée de lore un peu minable, mais en tout cas, si je me mets dans la peau d'un gars en fait qui a tout à apprendre des Eldar, ce bouquin en fait suffit largement, hein, il suffit largement à y voir clair du côté du lore. Naturellement, on aura toujours tendance à enrichir la chose avec des codex des versions précédentes, voire quelques romans. À l'issue de ces sorties-là, ça pleure pas mal sur l'Eldar pété. Là, c'est quelque chose avec lequel je suis en fondamental désaccord. Je ne trouve pas du tout que ce codex soit pété, ni qu'il soit débile. À vrai dire, s'il est débile, c'est tout simplement qu'on a fait une liste débile. Et c'est vrai qu'il y a des situations où, par exemple, si on joue le détachement guerrier aspect, naturellement, si on s'amuse à aligner 4 seigneurs phénix au sein de ses rangs, le truc va devenir horrible. Mais voilà, hein, liste débile, jeu débile, hein, c'est tout simplement dans la même veine que ce que je vous répète depuis pas loin d'un an en termes de metagame. Une liste débile, ouais, naturellement, ça s'appelle contourner toutes les règles du jeu. Et là encore, on peut trouver un peu dommageable l'absence totale de garde-fou de la part de l'éditeur de règles. Si on autorisait un seul seigneur phénix par liste, croyez-moi que des problèmes, il n'y en aurait plus aucun. Donc liste débile, jeu débile comme d'habitude, mais en tout cas le codex vraiment dans ses fondements, non, il n'est absolument pas pété. Le jeu Eldar a toujours été un jeu très agressif, mais à côté de ça, ouais, vos 5 dragons de feu là, ils vont pulvériser n'importe quoi, mais ensuite une simple rafale de bolter viendra à bout de ces petits énergumènes. Donc il y a quelque chose, le codex Eldar est de toute manière difficile à jouer. Ce n'est absolument pas une faction que je conseillerais à un débutant. On est vraiment sur une espèce de science du mouvement, de science du placement. On ne peut pas se permettre en Eldar de faire du trade négatif, hein, cette fameuse mécanique de trade. Habituellement, par exemple pour un joueur Space Marine, un trade positif c'est ok, je te pète un tank avec des Eradicators, au tour d'après mes Eradicators prennent la volée, mais ce n'est pas bien grave parce qu'ils ont fait leur boulot. En Eldar, à vrai dire, c'est tellement une armée d'élite, c'est tellement une armée où les coûts en points sont très très hauts que ce simple trade positif ne suffira pas à vous faire gagner la victoire. Il faut vraiment être dans la traîtrise pure, c'est-à-dire dégommer un truc et ensuite retourner se planquer pour qu'il ne nous arrive rien au tour suivant. Donc de la part d'un joueur expert en Eldar, ça c'est vraiment la substantifique moelle du gameplay des vaisseaux mondes et de ses petits acolytes. En tout cas, 2 excellents codex, j'ai hâte d'en parler plus longuement, j'ai hâte de les affronter également. Du côté des figurines, tout est sorti, hein, la nouvelle gamme Krieg est disponible en intégralité, donc là évidemment les mecs qui sont un peu en pole position du swag, hein, on a vraiment une gamme Krieg très qualitative, très nombreuse également. Il y a eu aussi cette petite surprise de voir ressorti le kit de la troupe d'Escorp of Krieg sous une bannière générique Warhammer 40 000 et non plus uniquement dans sa catégorie Kill Team. Ça fait du bien au porte-monnaie, donc en fait vous avez d'un côté la grappe standard d'Escorp of Krieg et du côté Kill Team ça va être la grappe standard plus une grappe d'équipement optionnel, donc qui va concerner les vétérans, les medipacks, je me rappelle plus, des fusils à lunettes, enfin bref, toutes les options, idem, le Voxcaster, là, toutes les options en fait qui vont être jouables à Kill Team, mais aussi à 40 000, et en plus des petits tokens dédiés à Kill Team, au jeu Kill Team. Donc quelques euros de moins quand même pour se monter une armée d'Escorp of Krieg, ce n'est pas rien. Là, l'idéal, c'est un peu de mélanger les deux, hein, d'acheter quelques boîtes Kill Team et une grosse série de boîtes Warhammer 40 000 pour pouvoir en fait construire son infanterie avec toutes les options du monde, hyper modulaires, etc. Donc je ne tairai jamais tout le bien que je pense de ce kit d'Escorp of Krieg, il est absolument fabuleux. En tout cas, une très belle gamme de figurines dans son ensemble. À mon sens, il manque quand même un peu les grenadiers. C'est dommage de ne pas avoir eu cette alternative. Mais en tout cas, pour le nouveau joueur Krieg, clairement, là, il a
des figues terribles. S'il veut vraiment se faire plaisir, il peut même aller chercher des blindés du côté de Horus Heresy pour avoir des châssis un petit peu différents qui sont à mon sens même beaucoup plus beaux. Bref, Krieg est en pole position du swag, c'est une certitude. Côté Eldar, idem, tout est sorti. Alors la grosse couille, c'est qu'ils n'ont pas fait de boîte de démarrage pour ces guerriers aspects, pour tous les nouveaux guerriers aspects. On aurait bien aimé avoir une boîte qui regroupe un peu toutes ces escouades pour un prix plus modique, mais non, que nini, tout vous est vendu au détail, au prix fort. Idem avec les seigneurs Phoenix qui coûtent 35 balles chacun, donc l'addition est vite grimpée pour les joueurs Eldar qui souhaitaient un peu rénover leur collection. Ça se fait au prix fort. Honnêtement, j'aurais pu le faire, mais moi, à ce prix-là, c'est hors de question. Je vais attendre gentiment une petite boîte de Noël ou quelque chose de ce genre. Ils ont sorti une petite Patrol Box, évidemment, qui est pas mal. Ça regroupe 10 Vengeurs, des araignées spectrales. Bon, voilà, un peu un grand classique, quoi. Idem, en termes de nombre de figurines, on reste un peu chiche. Les combats de Patrol en V10, putain, elles sont vraiment pas ouf pour une grande majorité d'entre elles, alors que de base on était quand même un peu sur le dernier rempart de la boîte qui vaille le coup chez Game Workshop. En dehors des boîtes de démarrage, c'est vrai que il y a eu les boîtes de Noël qui sont toujours très bien, mais là les combats de Patrol, je trouve qu'elles ont pris un coup dans la gueule, à tel point que dans toutes les dernières sorties on ne trouve même plus le moindre châssis monstre ou véhicule là-dedans. La promesse quand même de base, c'était que à plus de 100 balles, maintenant c'est 130 balles je crois, au bas mot, ça aurait été bien d'avoir un petit châssis, tu vois, type Dreadnought, Prince Démon, voilà, ce genre de gabarit-là, un petit Impulsor. Non, la que dalle, maintenant, on n'a plus que de l'infanterie et c'est un peu chiche en termes de contenu. Il y a une chose à noter aussi concernant les sorties Eldar, c'est les échelles un peu zarbi. Je me suis rendu compte de ça en regardant une des dernières vidéos de Iggy TV là, où il nous présentait, en fait, c'était une espèce d'unboxing, mais lui a l'intelligence de faire de l'unboxing qui vous présente dans la foulée les figurines déjà peintes. Ça, c'est plutôt cool, parce que ça change un peu. Voilà, moi, voir des grappes plastiques grises, je n'en ai rien à foutre. Il est hors de question que je regarde ça. Mais là, dans la foulée, avoir un vrai exemple, un vrai petit showroom des figurines déjà peintes, c'est plutôt intelligent comme concept. Et là, on s'est tous rendu compte d'un truc, c'est que les seigneurs Phoenix, ils sont à une taille excessivement déraisonnable. Dès lors qu'on aligne par exemple Azurmen dans une escouade de Vengeurs, le Azurmen il fait quasiment le double de taille d'un guerrier aspect standard. Donc c'est un choix très particulier, moi qui ne me plaît pas vraiment. Vraiment, putain, je trouve que ça s'accorde assez mal. On a vraiment l'impression d'un demi-dieu accompagné de ses semblables, mais un seigneur Phoenix, c'est juste un Eldar comme les autres, quoi. Il n'est pas censé être immensément plus grand. Donc choix très très bizarre, ça n'enlève rien naturellement à la qualité intrinsèque de ces figurines. Les seigneurs Phoenix, ils sont tous superbes. Mais je trouve qu'en termes d'intégration, là, il y a un truc enfin, moi, en tout cas, il y a un truc qui me choque, quoi, en termes de visuel. C'est comme si je vous mettais un capitaine Space Marine qui fait 2 fois la taille d'un intercessor. Et moi, ça me choque un petit peu. Donc, petit bémol à ce niveau-là, à l'œil, moi, ça m'a un peu fait piquer des choses, quoi. Côté sortie récente, on a eu le droit également à un petit livre de campagne, le livre de croisade Narmund. Honnêtement, j'ai pu le feuilleter. C'est un bouquin assez solide en termes de lore. Pour une fois, on est pas mal gâté. Ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas eu droit à un bon bouquin de croisade là. Donc ça, je vais le demander à prêter. Clairement, je vais pas l'acheter. Franchement, ils abusent encore. C'est au tarif codex. Tout ça, disons que les livres comme ça, en termes de lore, c'est toujours agréable, mais par contre, on est toujours un peu dans l'anecdotique. C'est pas des bouquins qui vont faire avancer à pas de géant le lore de Warhammer 40 000, comme j'ai déjà pu le dire de nombreuses fois, je pense. On en est toujours réduit à de simples théâtres d'affrontement. Dans un coin précis de la galaxie, il se passe ça et ça, mais globalement, la trame principale de l'univers, elle, demeure assez inamovible pour l'instant. Néanmoins, c'est très intéressant ce qui se passe du côté de Narmund, donc ça prend un peu la suite de Vigilus. C'est une espèce de couloir qui va relier en fait les 2 zones galactiques de part et d'autre de la cicatrice Maledictum. Et donc à la clé, il y a quand même pas mal d'enjeux en termes de planètes stratégiques à occuper, en termes de ressources à s'accaparer. Il y a les acteurs qui sont assez nombreux. En tout cas, voilà, un petit bouquin de lore, ça fait quand même du bien par où ça passe. Et ce bouquin a en plus
plus pas mal de trucs à nous offrir en termes de jeu, des modes de jeu qui, franchement, je me vois bien les adopter dans pas longtemps. On a par exemple un système d'affrontement qui va se jouer uniquement par vague. Donc ça va se jouer à un format de 2000 points, sauf que vous allez préparer 2500 points d'armée et parmi ces 2500 points, vous allez piocher les troupes que vous allez faire débarquer tour par tour. Donc on n'aura jamais les armées entières présentes sur la même table. C'est un système de vagues d'assaut et il introduit en fait des stratégies plutôt rigolotes à cet effet. Et on a aussi quelques autres propositions de règles concernant par exemple l'arrivée en frappe en profondeur. Vous allez pouvoir, comme au bon vieux temps, j'ai envie de dire, arriver en frappe en profondeur, mais il y aura peut-être des petits imprévus qui vont vous arriver sur le coin de la gueule. Donc des frappes en profondeur déviées, des frappes en profondeur dangereuses, dans lesquelles vous allez pouvoir y laisser quelques points de vie. En tout cas, un petit bouquin sympa comme tout, une sortie très fraîche. Je vous en parlerai plus longuement dès lors que je l'aurai lu en intégralité. Du côté de la roadmap qui s'est un petit peu fait bousculer depuis les événements de Noël, c'est-à-dire qu'on a perdu un petit peu les chevaliers, on a perdu les Imperial Knights et les Renegade Knights. On ne sait pas où ils sont passés, ils arriveront plus tard, c'est tout ce qu'on sait. Donc à la place, on va faire place à la grande valse printanière du chaos. Donc la sortie des Empereurs Children est imminente et dans la foulée, on aura également les 3 armées, donc les 3 codex des autres dieux tutélaires, donc World Eaters, Thousand Sons et Death Guard. Donc là, évidemment, c'est attendu par beaucoup de monde, ces sorties-là. Il va pas se passer grand-chose du côté des figurines. Bien malheureusement, il y a un petit personnage Death Guard qui avait leaké, encore un personnage, comme si on n'en avait pas assez. Mais par contre, du côté Thousand Sons et World Eaters, je crains qu'il ne se passe pas grand-chose. On a vu traîner des petites rumeurs, par exemple, sur l'apparition de marcheurs de combat chez les Thousand Sons, qui seraient un peu des reliques tout droit venus de l'hérésie d'Horus. Ces figurines existent déjà d'ailleurs à Horus Hérésie, mais on espère quand même avoir quelques trucs pour ces codex-là, parce que là j'ai bien l'impression qu'en fait ils vont simplement s'appuyer sur l'inclusion des unités démoniaques au sein des codex pour en varier le contenu. Donc par défaut de nouveautés, on va juste probablement se contenter de ça. Mais bon, naturellement, personne n'en sait rien encore. Il y aura peut-être des véritables nouveautés pour les World Eaters et les Thousand Sons. Côté Death Guard, franchement, on est déjà gâté pourri. Donc un seul petit personnage, ok, ça me va. J'ai déjà bien assez à faire. En tout cas, ces sorties-là, elles sont quand même attendues. Elles vont surtout poser des questions sur le jeu lié aux démons. Comment ça va se manifester? Donc on sait par exemple que dans le codex Emperor Children, par exemple, vous aurez accès au datasheet démonette, gardien des secrets, et bref, toutes les unités démoniaques de Slaanesh seront présentes dans le codex. Après, on ne sait pas trop comment ça va se jouer. Est-ce que ça s'incarnera à travers un seul et unique détachement dans lequel vous pourrez allier les 2 armées quelque part, ou est-ce que ce sera quelque chose de plus générique, quel que soit le détachement choisi, vous pourrez avoir des démons de Slaanesh. Ça, on ne sait encore pas grand-chose là-dessus. Et néanmoins, j'espère que ce sera assez versatile comme solution d'inclusion, parce que quelle que soit finalement la faction chaotique, ces codex-là, ils ont besoin de variété. Côté World Eaters, c'est vraiment triste, les listes, elles ont vraiment très très peu de datasheet. C'est vrai qu'une bonne vieille horde de sanguinaires et de juggernauts, ça leur ferait beaucoup de bien, mais en tout cas en termes de jeu, on espère vraiment que le truc sera versatile, va pouvoir nous permettre de varier les listes au maximum, parce que voilà, toutes ces factions, Death Guard excepté, souffrent d'une seule et unique chose, c'est le manque de datasheet. Si on s'aventurait maintenant quelques 10 000 ans en arrière avec l'Horus Hérésie, à vrai dire, depuis la période de Noël, Horus Hérésie retrouvait sa petite rubrique hebdomadaire nommée Horus Hérésie Thursday, où à chaque fois c'était des nouveautés en figue. Et bien là c'est simple les gars, depuis Noël, toutes les semaines, les nouveautés Horus Hérésie envoyaient du lourd, voire du très lourd. On a eu énormément de choses, et à chaque fois des choses, mais putain, c'est la claque, vraiment, les
les figurines, elles butent. On a eu un overseer du côté KO qui est de toute beauté. Enfin, il y a eu tellement de choses en vérité. Il y a eu des porte-bannières avec donc que ce soit loyaliste ou chaotique. On se rend compte d'un truc, c'est que les figurines montent en gamme du côté accessoirisation, du côté en fait design général, du côté détail sur les armures. Tout est monté en gamme à tel point que Horus Heresy devient véritablement une espèce de gamme de figurines d'exposition, quoi. Ça commence vraiment à aller très très loin. Parmi tous ces gens très gâtés, on peut surtout en fait nommer le Mechanicum qui a vraiment vu ses rangs gonfler avec des figurines mais magnifiques. Les joueurs de 40K ont toutes les raisons du monde de jalouser tout ça parce que c'est vraiment excellent, quoi. On a vraiment des figurines de QG à tomber par terre et surtout une division blindée qui a pris un tout nouvel essor avec vraiment des chars de support lourds, voire très très lourds. Vraiment, les maquettes sont incroyables. On a même eu droit à un marcheur de combat, les fameux Thanatar, vraiment de toute beauté. Bref, le Mechanicum côté Horus Heresy, ça va très loin. Vraiment, la gamme est exceptionnelle. Et du coup, on a traversé des semaines comme ça, à bouffer toutes les semaines des nouvelles figurines de toute beauté. Et bim, jusqu'à nous sortir un Angron transcendé qui sort de absolument nulle part. Alors là, personne n'a vu venir ce con-là. On rejoint un peu le débat qui avait pu régner dans la période de Noël lorsqu'a été faite la révélation de la nouvelle figurine de Fulgrim. Et là, la nouvelle figurine de Angron côté Horus Heresy, à vrai dire qui sort peu de temps après son homologue 40K, on assiste plus ou moins au même débat. On a vraiment affaire à deux gammes de figurines très très différentes. Et moi personnellement, j'aime énormément la tournure que prend Horus Heresy en termes de figues. À vrai dire, qu'on prenne la figurine de Fulgrim ou d'Angron côté Horus Heresy, l'ambiance est un peu la même. On est à mort vraiment dans le baroque, dans le gothique, mais tout en gardant une affiliation assez évidente avec l'échelle humaine. Ces figurines sont encore assez humanoïdes, malgré toute la sauvagerie qui semble en émaner. On reste quand même affilié à la race humaine, enfin du moins à la race des Astartes. Contrairement à la gamme 40K, où là l'accent va être beaucoup plus mis sur le côté animal, bestial, mais également figurine de jeu, c'est-à-dire une figurine qu'on va pouvoir transporter, trimballer et déplacer sur une table. Chose que là, du côté Horus Heresy, avec des ailes immenses et des figurines très fines, très détaillées, là, évidemment, on est vraiment dans le côté exposition, figurine d'exposition, et c'est vrai qu'on s'imagine très mal partir en week-end avec un Fulgrim dans la poche, quoi. Ça me paraît vraiment très très compliqué. En tout cas, les gens se sont amusés à comparer ces deux gammes, laquelle est la mieux, etc. Moi, à vrai dire, j'aime autant l'une que l'autre. Il est vraiment quelque part de mauvaise foi de dire que le Fulgrim 30K est meilleur que celui 40K. Je ne trouve pas du tout. Elles sont exceptionnelles toutes les deux, c'est juste qu'elles sont pas du tout la même aspiration. Il y en a une, c'est clairement pas une figurine de jeu, l'autre complètement que si, parce qu'elle est quand même dans un format plus compact, mais moi j'aime beaucoup la violence en fait qui se dégage de la gamme 40K. Le Fulgrim 40K, il dégage mais une violence absolument terrible, c'est vraiment terrible la violence que dégage cette figurine, tandis que du côté 30K, il y a encore une espèce de majesté qui demeure, et même Angron qui est complètement harnaché dans une armure aux formes archi découpées, son visage est encore celui d'un humain. Alors c'est un humain complètement dopé au don de cornes, à la testostérone et au croc du boucher, mais on demeure en fait dans une échelle organique, toujours dans une espèce d'humanité. Ce n'est pas encore un simple buveur de sang. En tout cas, cette nouvelle figurine d'Angron pour 30K, putain, elle envoie du lourd quand même. Bon, évidemment, je suis absolument contre ce cadavre de Blood Angel qui demeure à ses pieds, mais pour le reste, putain, mais quelle figurine, quoi, quelle figurine. Là, les détails, mais ils sont
incroyable, quoi. On a vraiment une armure d'airain qui est calquée en fait sur l'organisme d'Angron, donc c'est-à-dire un vrai bodybuilder, quoi. Mais le niveau de détail, il est vraiment prodigieux. Et dans la pose, là, c'est plus discutable. Il a une pose assez particulière. Ouais, non, je peux pas en dire du mal de cette fille, honnêtement. Elle dérouille, elle est absolument incroyable et c'est un peu le dernier clou sur la croix de ce mois et demi de sortie côté Horus Heresy où il n'y a pas eu la moindre fausse note. Hein. Je vous rappelle à 40K, bon, dans l'année écoulée, il y a quand même eu du moche. Là, du côté Horus Heresy, le moche, franchement, faut vraiment gratter pour le chercher. En tout cas, le virage que prend Horus Heresy, il est mortel. Je trouve vraiment les figurines sont toutes incroyables. Ouais, j'ai pas parlé, mais il y a cette espèce de maître de la forge Iron Warriors aussi qui a tombé par terre, quoi. Il est vraiment magnifique. En tout cas, on se retrouve vraiment côté Horus Heresy avec des figurines incroyables. Cependant, en fait, dans cette gamme un peu premium qui est présentée dans les Heresy Thursday, parfois on a du mal à les voir évoluer aux côtés des troupes banales, c'est-à-dire voilà, tous les Space Marines en armure MK 2, 3, 4, 5, 6. Qui ont quand même des formes. Justement, Horus Heresy, en fait, a été pas mal apprécié pour ça, c'est sa facilité dans le modélisme et la peinture. On est sur des formes, on est sur des silhouettes, on est sur des assemblages d'armure moins compliqués qu'à 40K. Là, la donne semble changer parce que, en tout cas, les QG, ils sont tellement détaillés. Là, c'est du vrai paint job de fou furieux qui vous attend si vous vous attaquez à ça. Donc, pourquoi pas voir évoluer la gamme Horus Heresy de plus en plus vers une espèce de segment premium où le détail serait un peu de retour massivement. Pourquoi pas, moi ça me plairait beaucoup justement d'avoir cette différence de style aussi marquée entre les deux jeux, mais un jour peut-être viendra le jour où on se dira tous putain mais 40K c'est devenu moche et 30K c'est devenu magnifique. À vrai dire ce n'est pas à exclure vu le tournant que prennent les choses. En tout cas ça donne vraiment envie de se pencher sur l'Horus Heresy et ça tombe bien, nous allons en parler plus en longueur dans une émission dédiée dans les prochaines semaines. Alors venons-en maintenant un peu au sujet titre de cette émission, c'est-à-dire les Emperor's Children. Je ne les avais pas commentés à l'époque lors de leur révélation. À vrai dire, moi du côté des figurines, j'aime bien un peu faire reposer les choses. C'est que voilà, on a des nouveautés tout de suite, il y a une forme d'excitation. Voilà, c'est nouveau, c'est la première fois qu'on les voit. Parfois on est surpris, parfois on est choqué, parfois on sait pas trop quoi en penser. Les Emperor's Children, ils s'inscrivent tout à fait là-dedans. Moi, par exemple, à l'époque, j'ai été tout émoustillé par les nouvelles sorties Eldar. Vous voyez, quelques semaines après, finalement, ces guerriers aspects, je les aime toujours autant, mais en fait, il manque de surprise réellement. Les kits également, quand on se met à regarder les grappes en détail, putain, c'est pas vraiment modulaire. On aurait aimé des trucs un peu de niveau de kill team en termes de modularité. En tout cas, voilà, parfois les nouveautés, faut s'en méfier. Notre regard peut changer assez rapidement à ce sujet. Bon, je vais pas revenir sur la figurine du Primarch, Fulgrim dans sa version 40K est une vraie, en fait, c'est une des figurines les plus agressives du jeu, réellement. Il est incroyable, Donc j'aime toujours autant la version 30K, mais honnêtement, là, cette version 40K, elle dégage une violence qu'on voit assez rarement ailleurs. Donc, terrible, évidemment, terrible. Du côté des personnages, on a retrouvé également ce bon vieux Lucius. Là, idem, je trouve qu'ils ont tapé dans le mille. Lucius est complètement à la hauteur de l'image qu'on en a de lui, une créature mais complètement déviante, doublée d'un bretteur exceptionnel. Donc là, il manie à la fois une grande lame et un fouet. Il a une gueule mais complètement sortie des enfers. Là, le mec, il incarne vraiment tout, quoi. À la fois la déviance, la violence et cette espèce d'esthétique un peu rocambolesque des Emperor's Children. Bon, bref, figurine excellente pour Lucius. Pour moi, c'est un sans faute. Ensuite, on a trouvé les Chaos Lord, version Emperor's Children. Donc là, on a un nouveau kit très sympa dans sa modularité. Ce kit va vous permettre d'assembler pas moins de 3 Chaos Lord avec des équipements différents. Donc je pense que la plupart des listes, en tout cas la plupart des joueurs Emperor's Children en voudront 2.
peu, et ils ont raison, parce que vraiment, on a affaire à deux figurines totalement différentes. C'est vraiment la classe. Le kit est vraiment très très riche, hein. Et du coup, on commence à voir les premiers traits de ce que seront les armures Emperor Children de cette gamme nouvelle. À vrai dire, elle est assez aérienne, cette armure, comparée à celle de ses petits copains chaotiques. Elle est assez aérienne. Les plaques d'armure sont moins épaisses, elles prennent moins de place sur le corps. Plus de place est laissée à cette espèce d'endosquelette, cette espèce de combinaison, hein, qu'on met en dessous de l'armure énergétique. Il y a plus de pans dégagés de cette matière-là. Donc ça peut être très sympa pour évidemment contraster son schéma de couleur. Ça peut être un vrai élément de peinture. C'est vrai que habituellement, quand on peint du Space Marine, ces petites entreplaques d'armure, on a l'habitude de les torcher assez vite fait, hein. Un coup de noir, un coup de gris, on n'en parle plus. Mais là, en fait, davantage de place leur est laissée. Donc ça nous donne des figurines qui semblent, avec la même armure énergétique, gagner en agilité et quelque part en érotisme aussi. Ça peut paraître bizarre de dire comme ça, mais on a des pans de muscles, en fait, qui sont plus à découvert, donc plus visibles, plus dessinés, plus taillés quelque part. Ça va tout à fait bien aux armures Emperor Children, je trouve. Du côté des QG, on a également celui qui sera amené à mener les Noise Marines. Donc comment il s'appelle ce petit con là ? Il s'appelle le Lord Cacophoniste. Donc il y a une espèce d'orgue de terreur vissée dans le dos. La figurine est plutôt... Elle est assez surprenante. Elle est un peu massive, je trouve, pour de l'Emperor Children. Mais néanmoins, cette espèce de bombarde des enfers qu'il a sur son backpack, on imagine très bien les sons qui vont en sortir. Ça va être l'enfer total, quoi. Donc, un petit QG, encore une fois, très sympa. Venons-en maintenant un peu aux troupes de base. Donc, c'est-à-dire, on va avoir un kit de Emperor Children qui va pouvoir se monter sous deux variantes différentes. Donc, une plutôt typée assaut et l'autre plutôt typée tir. Il y en a même une des deux qui a le mot-clé infiltration, je crois. Alors là, au premier visuel, moi, je me suis dit, ah putain, on dirait de l'Horus Heresy. Mais vraiment, je trouve qu'il y a le même ADN en fait dans les armures qui sont un peu simplifiées, qui sont un peu moins épaisses. Et moi, mon premier sentiment a été celui-là. J'ai eu l'impression de voir en fait une gamme Horus Heresy un petit peu accessoirisée. Donc avec un châssis d'armure très classique, hein, ça peut même être du MK2, ça, un peu ornementé. Donc on a des trims un peu en métaux et comme je l'ai dit précédemment, plus de place est laissée à cette espèce d'endosquelette qui est la couche inférieure à l'armure énergétique. Alors, est-ce que c'est raté ? À mon sens, pas du tout. Mais en tout cas, dans le design, il y a quand même des choix qui, je pense, seront clivants. À vrai dire, ça fait 1 mois et demi que c'est sorti. Tout ça, on le sait maintenant. De toute manière, cette gamme est clivante. Mais c'est vrai que moi, mon premier ressenti, il n'a pas été exceptionnel. J'ai vraiment eu l'impression de voir une gamme Horus Heresy un petit peu décorée, avec des éléments un peu Slaneshi, mais pas tant que ça en vérité. Et là, je vais avoir quelque part le même verdict que j'ai pu avoir pour les World Eaters ou les Thousand Sons par exemple, c'est que moi ça reste timide à mon sens. Honnêtement, les Emperor Children, je les vois mais beaucoup plus ornementés que ça. C'est une légion qui est une légion d'esthètes, hein, malgré tout. C'est d'ailleurs l'affiliation avec Slanesh va dans ce sens aussi. On est dans le dieu des excès, mais aussi dans le dieu qui accorde de l'importance à la beauté, même si les critères de beauté selon Slanesh, ça peut être quelque chose d'absolument hideux. Mais là, j'ai quand même un petit peu un sentiment de trop peu. On voit que les lames sont plus incurvées, plus effilées. On voit que les visages, naturellement, tirent en fait vers cette espèce de référence au body horror, hein. Alors, on y retrouve quelques traits communs avec les Cénobites de Hellraiser, par exemple. Mais dans l'ornementation des armures en elles-mêmes, je trouve ça un peu timide. Et à vrai dire, tout comme je trouve les Berserkers de Khorne trop timides et comme je trouve également les Rubric Marines trop timides. Je trouve qu'à chaque fois, on a des troupes de base qui n'en voient pas assez. Là, il faut quand même se garder à l'esprit que ces gars-là ont 10 000 ans de mutations chaotiques et d'affiliation infernale au compteur. Et là, le simple fait de voir des Marines de l'Horus Heresy avec quelques gris-gris dessus, à titre personnel, ça ne me suffit pas trop en vérité.
franchement, le kit est quand même une réussite et il y a même des choses très très belles qui ont été faites en termes de pose. On est sur du classique, mais honnêtement, il y a des petits détails, notamment dans les mouvements de torsion de cet endosquelette. Là, parfois, on le voit en fait torsadé suivant l'inclinaison du torse de la figurine. Donc ça, c'est vraiment très réussi. Mais c'est vrai que j'ai une sensation de trop peu, pas assez pétaradant. Voilà, ils sont pas assez lâchés à mon sens. Moi, je voyais beaucoup plus de grandes lames effilées, mais à vrai dire, à même l'armure. Je voyais beaucoup plus de symboles, mais vraiment ostentatoires. Hein. Bon, on n'allait pas leur mettre des bits sur le casque, mais pourquoi pas en vérité, mais quelques rappels en fait de formes plus charnelles, une espèce d'érotisme ambiant qui peut se dégager de la chose. À vrai dire, chez AOS, ils l'ont très bien retranscrit à travers la faction Hedonite of Slaanesh. Dans les Hedonite of Slaanesh, même quand on regarde des mecs en armure, il s'en dégage une espèce de sensualité, une sensualité dérangeante, hein, pourquoi pas malsaine, mais sensualité quand même, un rapport plus charnel, un rapport plus organique avec par exemple l'équipement, les armes ou les éléments d'armure. Ici, je trouve que c'est un peu timide. J'en prends pour preuve par exemple les backpacks. Les backpacks, ils sont tous pareils et honnêtement, ils sont moches. Je vois pas du tout ce qu'ils ont d'Emperor Children, ces backpacks-là. Idem, en fait, quand on regarde certains genoux, certaines épaulettes, je vois pas vraiment voilà où est Slaanesh là-dedans. Idem, il y a des gars qui ont un torse où il y a juste une petite grille d'aération avec 2 tuyaux. Bah, c'est un peu léger. Honnêtement, le kit a l'air quand même riche comme l'enfer. Je pense qu'il y aura moyen d'en faire quelque chose de très stylé. Mais en l'état, je le trouve un petit peu trop timide. Les choses s'arrangent un petit peu ensuite avec les Noise Marines. Cette fois, donc, on a un kit. Le kit, en fait, l'ossature de base des Marines est à peu près la même. Hein, c'est-à-dire qu'on a des armures en fait qui rappellent encore une fois pas mal l'Horus Heresy. Donc vraiment des armées de légionnaires. Cependant, là, niveau équipement, ça envoie du lourd. Et c'est vrai que ces énormes guns soniques, tout de suite, les font basculer dans une autre dimension, la dimension de la fureur sonique. Idem, les backpacks sont ornementés de gros haut-parleurs aux faciès démoniaques, ça c'est tout à fait cool. Les gammes de casques, cette fois, on se lâche un petit peu plus. On a des gars, j'espère qu'ils ont mis leur bouchon d'oreille. Mais en tout cas, voilà, là, ce kit de Noise Marine, il ne déçoit pas, il est plus ornementé. On a des grands pans de tissu, on a un accent qui est mis un peu sur les joyaux. Donc là, franchement, ça me parle. Les armes, elles sont très belles, elles sont entièrement décorées de grandes plaques métalliques. Elles sont très très cool, ces armes. Donc les Noise Marine, très bons. Ils vous seront vendus, eux, par pack de 6, assez bizarrement. Et on en vient ensuite à l'unité qui a sans doute fait le plus parler. Ce sont des espèces de duellistes. Ils s'appellent les Flawless Blades. Et donc, c'est tout simplement le segment élite des Emperor Children. Donc, ce sera un kit qui vous sera vendu par 3. Alors là, on sait que ça vaut maintenant 47,50 € ce type de boîte. Alors là, je veux te dire, 47,50 € pour les 3 danseuses, là, c'est chaud, hein. D'habitude, dans ce genre de kit, on a des trucs assez impressionnants. Par exemple, les octoliers chez Korn sont quand même des gros bébés. Ici, non, hein, ça m'a l'air d'être des gars tout à fait à l'échelle normale. Alors ici, on est sur les figurines les plus dérangeantes de cette nouvelle gamme. Il y a des trucs qui te tapent dans l'œil. Il y en a certains qui ont des espèces de sabots. D'autres ont des traits extrêmement étirés, ont la peau étirée jusqu'à en faire une espèce de cône. Il y en a qui ont carrément des pans de leur corps sans armure, donc une petite plaque abdominale. Donc les mecs sont assez légèrement armurés, hein. On a quand même des grands pans de peau visibles. Par exemple, ce cou est mis à nu. Idem, les mains, les mecs ne portent pas d'espèce de gantelet. Les abdos, quelques pans des bras. Mais là, en vérité, donc le design est tout à fait particulier. Là, je pense qu'on est dans quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas du tout. Mais par contre, sur ceci, je retrouve un petit peu cette espèce d'attrait sensuel très dérangeant. Donc ici encore, les inspirations sont évidentes, hein. On y retrouve ici, encore une fois, la petite griffe Clive Barker, hein. Donc clairement, les références à Hellraiser, elles sont assez évidentes. Mais
En fait, ça dérange. Il y a un truc qui nous dérange dans ces figues. Et au début, franchement, ma première réaction, ça a été « Ok, c'est moche ». Mais à force de les revoir, moi, je vous avoue que ça me plaît pas mal, tout ça. Ça me plaît pas mal. Le truc est profondément dérangeant. Je pense qu'en termes d'échelle, quand même, on est sur des figurines un petit peu plus grandes que le soldat moyen. Mais en tout cas, là, je trouve qu'il y a de la réussite. Il y a des trucs qui sont un peu d'inspiration orientale également, dans les motifs en métallique qui ornent l'armure, dans les pans de tissu qui sont noués de telle ou telle façon, qui a un petit côté arabisant dans tout ça. Les épaulières, cette fois, sont très belles. Les motifs dessinés à même l'armure, ils rappellent... Il y a quelque chose, en fait. Il y a quelque chose qui se dégage de ces figues. En tout cas, j'espère que le kit sera à la hauteur. Apparemment, on a de quoi en monter 6 qui seront tous différents. Mais là... voilà, là honnêtement j'ai du mal à apporter un avis définitif sur ces figurines-là, tant elles sont spéciales, et à vrai dire tant mieux. Moi honnêtement ça ne me déplaît pas d'avoir quelque chose de dérangeant concernant les Emperor Children. Alors certes, la gamme dans son ensemble, je lui donne quelque part le même verdict qu'à Korn ou à Zinch, c'est je trouve qu'elle n'en fait pas assez en fait dans le côté ostentatoire, blasphématoire. Je trouve qu'on est quand même encore un petit peu timide, mais néanmoins dire que la gamme est ratée, là c'est un pas que je ne franchirai pas. En tout cas, il y a une certitude, c'est que à peindre, ça doit être un énorme kiff. Et à vrai dire, dans le ressenti un peu tiédasse, je pense, qui a eu lieu auprès de la communauté, le schéma de couleurs choisi pour cette nouvelle gamme a peut-être ça peut-être pas jouer en la faveur de ces nouvelles figurines, parce qu'on est sur quelque chose de globalement assez palichon. Le rose est pâle, les métaux sont un peu froids, un peu, voilà, on est sur une espèce de bronze très froid. Le noir également, il tire sur le très froid. Le violet, idem, il manque un peu d'éclat. Et tout ce qui va être la couleur de la peau, pareil, c'est un peu palo tout ça. Donc je pense que il y a pas mal de peintres qui doivent avoir déjà de nombreuses idées pour rendre ces Emperor Children plus pétaradants. Et moi, c'est vrai que je les imagine beaucoup plus pétaradants. Moi, je veux du véritable or, un or très jaune. Je veux des couleurs qui vont carrément vers le pourpre, le magenta, et clairement pas laisser des grands pans entiers de l'armure en noir. Là, par exemple, j'ai sous les yeux les Noise Marine. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de noir que de rose. Et moi, non, j'imaginerais plutôt l'exact opposé. Donc, pourquoi pas un schéma de couleur qui irait vers le magenta, le pourpre, mais même le blanc, quoi. Une espèce de blanc à qui on pourrait donner un reflet verdâtre pour un peu déranger, tu vois. Là, à vrai dire, c'est le cas. Ils ont choisi une espèce de blanc assez verdâtre qui rend vraiment superbement bien. Mais c'est vrai que le schéma de couleur, on va pas se mentir, le truc c'est peint de main de maître, comme d'habitude chez Heavy Metal. Mais on aurait pu en faire plus. Et moi, je pense que si je devais peindre de l'Emperor Children, je resterais plus dans les clous, en fait, du schéma de couleur de la Légion telle qu'elle a été conçue. C'est-à-dire un violet hyper pétaradant avec des beaux traits d'or dessus. Donc, nouvelle gamme de figurines quand même. Donc, elle vous sera présentée dans une grosse boîte, une boîte qui va regrouper à la fois le nouveau Lord, 2 grandes escouades de Marines, donc 2 escouades de 10 personnes et 2 escouades de 6 Noise Marines. Donc là, évidemment, si vous commencez Emperor Children, ce truc-là va être un must-have absolu. Et à vrai dire, si dans la foulée, vous ajoutez la petite patrole qui devrait pas tarder à être annoncée, vous aurez déjà une armée à peu près complète. La patrole, je pense qu'ils vont nous faire le même coup que pour les dernières sorties, comme pour les Blue Angels par exemple. Vous allez y retrouver 2 escouades de 3 Flawless Blades, pourquoi pas une autre escouade de 10 marines, et pourquoi pas un autre QG, donc typiquement, je sais pas, l'espèce de lord cacophoniste par exemple. Donc je pense que l'achat de ces 2 boîtes, ça coûte quand même à peu près dans les 250 balles, mais vous aurez déjà une ossature d'armée tout à fait intéressante, et pourquoi pas plus tard la compléter par des démons. Mais bon, pour cela, il faut quand même attendre de voir les règles sous les yeux. En tout cas, cette gamme de nouvelles figurines,
Donc globalement, moi je pense plutôt que c'est une réussite. Il y a des trucs que je regrette un peu, mais là encore, à vrai dire, rien n'est définitif là-dedans. Avec un peu de conversion, on peut rajouter un peu d'ostentatoire dans tout ça. Je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire une armée d'Emperor Children de toute beauté, et dès lors qu'elle soit menée par la figurine de Primarch la plus agressive du monde, naturellement sur table, ça n'aura aucun mal à avoir de la gueule. Et vous pouvez aussi enfoncer le clou à choisir un schéma de couleur qui cette fois en fera des méga caisses. Donc ça c'est en faire des méga caisses, n'est-ce pas là ce qu'on veut exactement pour une armée dans Emperor Children. Bon, en tout cas une gamme qui, je pense, ne demande qu'à s'affirmer. Là, les avis sont peut-être un peu très nuancés d'un joueur à l'autre, mais je pense que dès lors qu'on verra ça sur table, on se dira « Ah ouais, quand même, putain, quand même, c'est vraiment pas mal. » En tout cas, dans les petites armées d'affiliation chaotique, la Death Guard demeure, à mon sens, toujours la plus belle et vraiment de très très loin pour ma part. Écoutez, voilà, c'est tout les gars pour cette petite rétrospective en forme de gazette. Voilà, il y a eu quand même pas mal de trucs à dire. En un mois et demi, Game Workshop nous lance quand même pas mal de trucs dans la gueule. Le dernier semestre de l'année 2024 et son manque absolu de nouveautés, je pense que cette année, elle va largement rattraper le truc. Et donc, je vous donne rendez-vous au printemps cette fois pour voir ce que vont donner les sorties de tous ces nouveaux codex chaotiques. Et moi, j'ai vraiment très hâte d'avoir le Death Guard sous la main. En attendant, les mecs, portez-vous bien, prenez soin de vous, jouez bien, peinez bien, cultivez-vous bien, n'en sortira que le meilleur de vous-même. Portez-vous bien les mecs, à plus tard sur Ruralhammer, ciao.